Palestine et surtout le lien en fait, entre cette question et les universités. Donc depuis le 8 octobre 2023, les bombardements continuent et les incursions systématiques de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, en Cisjordanie ainsi qu'au Liban, en Syrie et au Yémen, ont entraîné des milliers de morts, des déplacements forcés, mais aussi la destruction à Gaza des services publics essentiels et vitaux. Infrastructures électriques, agriculture, les hôpitaux, les écoles, les universités, les bibliothèques. L'organisation intentionnelle d'une famine, l'assassinat sans distinction de tout Gazaoui, la destruction du patrimoine culturel palestinien et l'écocide rendant inhabitable Gaza, caractérisant le souhait de voir disparaître la population palestinienne avec sa culture et son patrimoine matériel comme immatériel. La complicité des pays occidentaux, dont la France dans ce génocide, a été maintes fois répétée et montrée au travers du soutien diplomatique, historique et économique à Israël. De nombreux médias ont étayé les nombreuses livraisons d'armes et soutien d'entreprises françaises comme Thales ou Carrefour. Des ONG, des organisations politiques et syndicales montrent que ces entreprises ont également un rôle dans la colonisation en Cisjordanie. Et moi, pouvoir en attester de la timidité, pour rester euphémiste, de l'Union européenne envers l'État d'Israël. Il a fallu attendre septembre 2025, soit 2 ans après, pour que le Parlement européen prenne une résolution et demande un cessez-le-feu. De même, l'État français reconnaît un État de Palestine, tout en continuant à soutenir Israël et le projet des États-Unis pour Gaza. Dans l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est tout un système répressif qui est mis en place. La loi adoptée en juin dernier qui instrumentalise l'antisémitisme avec pour objectif d'élargir les sections disciplinaires à l'échelle académique et de durcir les procédures d'exclusion reste très évasif sur les autres formes de racisme et ne définit que très vaguement les termes de haine et de violence. Les sénateurs et sénatrices et les députés qui l'ont porté avaient pour but d'empêcher toute forme de solidarité avec le peuple palestinien. Ce sont aussi de nombreuses conférences, tables rondes, séminaires ou expositions qui ont été annulées de manière arbitraire. Et ce, qu'elles soient portées par des organisations étudiantes ou par des laboratoires et des chercheurs-chercheuses, comme on atteste récemment l'annulation du séminaire au Collège de France, celui-ci ayant dû être déplacé dans un autre lieu. Des camarades ont également eu des convocations en section disciplinaire et des exclusions, comme c'est le cas à Sciences Politiques et dans d'autres établissements, suite à des mobilisations ou des événements organisés au soutien au peuple palestinien. De nombreuses universités et établissements entretiennent encore des partenariats ou des échanges avec des entreprises et des universités israéliennes complices du génocide et de la colonisation en Cisjordanie. De nombreuses universités israéliennes ont des centres de recherche qui collaborent avec le gouvernement et l'armée. Elles travaillent à élaborer des technologies et des doctrines militaires appliquées à Gaza. De même, elles sont également impliquées dans l'élaboration d'une rhétorique qui justifie auprès de la société israélienne et de la communauté internationale des opérations militaires en Palestine. Pour donner quelques exemples, il y a l'Université hébraïque de Jérusalem qui a institué des mesures financières et des avantages académiques pour les étudiants et étudiantes soldats. C'est au sein même de l'Université de Tel Aviv que la doctrine d'Aïa ou doctrine de la force disproportionnée a été pensée. Ces universités ou établissements peuvent également mettre en avant sur le site internet des photos d'étudiants et étudiantes soldats présents à Gaza. Leur lieu de construction n'est également pas neutre, puisqu'une partie du campus de l'université de Tel Aviv a été construit sur un village près de Jaffa, dont la population a été expulsée durant la Nakba. Ici, à l'UBO, l'établissement entretient des partenariats sur la recherche et l'insertion des étudiants avec Thales. Et ce alors qu'il en est attesté que celle-ci collabore de manière active et notamment à travers la livraison de composants pour des drones armés. Et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de drones de surveillance et d'attaque des entreprises israéliennes Elbit Systems et Israel Aerospace Industries. Leur équipement militaire étant directement utilisé sur la population de Gaza. À titre d'exemple, les étudiants en master d'informatique, ici à l'UBO, se retrouvent avec pour seule proposition de stage Thales, et comme débouché un poste à Thales. L'université et les professeurs ne mentionnent absolument pas, à aucun moment, cette histoire de drone, ce qui rend malgré eux les étudiants complices d'une entreprise génocidaire. Les camarades de la CGT Thales, notamment, proposent une reconversion de Thales vers le civil,
Ce n'est pas une fatalité, l'université se doit de proposer d'autres alternatives professionnelles pour ses étudiants. Les demandes de boycott et d'annulation de partenariats existants sont alors encore plus que légitimes. Dans des lieux où devrait être permis l'engagement et la critique, les étudiants et personnels se retrouvent, au contraire, pointés du doigt pour leur prise de parole. En tant qu'étudiants et étudiantes, militants, militantes, nous nous devons de continuer à informer, dénoncer, donner la voix sur nos campus et à travers la participation active au collectif, à leur création, pour continuer à nous défendre et à visibiliser l'oppression dont sont les victimes certains peuples. C'est aussi pour cela que nous co-organisons cette conférence avec Meufpro ce soir. Pour t'introduire rapidement, tu es députée européenne pour la France Insoumise et membre du groupe The Left à l'échelle européenne, qui regroupe différents partis de gauche radicale. Ton engagement pour la cause palestinienne, pour le droit des peuples et le droit international est plus à démontrer. Ton engagement dans la flottille pour briser le blocus à Gaza en atteste. Et cette conférence a vu le jour après la mise en lien par Pierre-Yves Cadalin et son équipe parlementaire, dont fait partie Cécile, et notre organisation. C'est donc en cela qu'ils vont ensuite prendre la parole. Pierre-Yves Cadalin, député de Brest pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire et membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Cécile Baudouin, candidate pour la liste Brest Insoumise aux élections municipales du 15 et 22 mars prochain. Et Nolwenn, camarade de la FPS, qui va aussi prendre la parole. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Nolwenn Guiziou, je suis membre de l'association France-Palestine Solidarité et c'est à ce titre que je vais prendre la parole pour parler de 3 points. Je voudrais faire un petit aperçu, évidemment non exhaustif, de la situation actuelle en Palestine. Donc, c'est-à-dire Gaza, la Cisjordanie, inclus Jérusalem-Est. Je voudrais aussi parler du plan Trump, de ce que ça implique, où on en est aujourd'hui. Et pour terminer, pourquoi et comment il est absolument plus qu'essentiel de continuer à se mobiliser pour le peuple de Gaza et de la Palestine. Alors la situation aujourd'hui à Gaza, vous le savez tous, c'est 788 jours d'horreur absolue. On dénombre officiellement 70 000 morts et 180 000 blessés. Je dis bien officiellement parce que c'est évident que si on compte toutes les personnes qui sont ensevelies sous les décombres, on arrive facilement à 100 000 morts. Des familles entières décimées, 100 000 morts. Pour vous donner une petite idée, le samedi dernier, samedi 29, on était apparemment 50 000 à défiler à Paris. Et pour ceux qui y étaient, vous avez vu à quel point c'est impressionnant, 50 000 personnes, bon ben voilà, c'est le double, ils sont morts. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui aussi Gaza? C'est, comme l'a dit la camarade de l'Union Pirate, c'est plus une seule école debout. Et malgré tout, aujourd'hui, malgré un cessez-le-feu auquel on est obligé de mettre plein de guillemets, des enfants qui ont soif de connaissances et qui aujourd'hui ont repris l'école avec les moyens du bord, dans des tentes, dans la boue, ce qui démontre une volonté de vivre, une soif de liberté absolument bouleversante. Aujourd'hui à Gaza c'est l'hiver, on est le 4 décembre, il pleut. Un journaliste rapporte que Gaza n'est plus qu'une rivière de boue. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire des matelas qui ne sèchent pas, des grands-parents qui sont parfois les seuls survivants d'une famille entière qui se retrouvent sans fauteuil roulant, sans les soins de base, à essayer de survivre tant bien que mal. Des gens qui se regroupent parce que c'est encore une fois les seuls survivants de leur famille, parfois c'est un enfant, parfois c'est une jeune femme, et tout ça de briques et de broc essaye de continuer. C'est ça, Gaza, c'est comme
c'est pas des chiffres. Chaque personne est précieuse et irremplaçable. Et ça veut dire ça. Donc, depuis le 10 octobre, comme je l'ai dit, alors que ce qui était prévu, c'était l'arrêt des bombardements, le retrait des troupes israéliennes, l'entrée de l'aide humanitaire, bon, tout ça, encore une fois, des guillemets partout. Le cessez-le-feu a été violé plus de 500 fois depuis le 10 octobre par l'armée israélienne. Et juste pour vous donner une petite idée de ce que ça signifie dans les médias mainstream occidentaux, le 27 octobre dernier, par exemple, une famille de 9 personnes a été pulvérisée. Qu'est-ce que c'était que le titre du New York Times ? Un cessez-le-feu fragile. Rien sur la famille, rien sur le nom de la famille, rien sur ce que ça signifie, rien sur qui les a tués et dans quelles circonstances. Voilà où on en est. Je sais que je vous apprends rien, mais je pense que c'est important de mettre les mots quand même dessus. Donc voilà, d'après Amnesty International, la population en ce moment à Gaza manque absolument de tout, de nourriture, d'eau, de logement, de soins de santé, et elle est condamnée à une mort lente. Aujourd'hui, dans les marchés à Gaza, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve on trouve de la nourriture, on trouve des choses extrêmement riches en glucides, en amidon, c'est-à-dire des choses qui vont remettre des joues sur le corps des enfants, qui vont mettre un petit peu de chair, mais tout ça c'est aussi calculé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun nutriment essentiel. Encore une fois, ça fait partie d'une propagande, parce que qu'est-ce qui se passe? Israël sait qu'ils sont en train de perdre la bataille de la narration. Et ça, j'y reviendrai sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire. Je voudrais d'abord dire 2 ou 3 mots sur la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Depuis le 7 octobre, la violence des colons s'est accentuée. J'écoutais l'autre jour un paysan qui cherchait à récolter ses olives, qui s'appelle Hassan Najjar, et qui racontait que depuis quelque temps, il constate la multiplication de chrétiens sionistes sur le terrain pour venir empêcher les Palestiniens et Palestiniennes d'atteindre leurs champs. Il raconte aussi, et ça m'a particulièrement frappé et choqué, que tous les jours ils sont confrontés à des adolescents qui viennent des avant-postes, des colonies, là, on les appelle, même Radio France a parlé de barbares des collines, non, pour que Radio France s'y mette, il faut y aller. Ces jeunes gens-là, parfois aussi jeunes que 12 ou 13 ans, sont clairement des adolescents en rupture, en situation d'extrême violence, et ils sont utilisés en fait pour attaquer des Palestiniens, des Palestiniennes de tous âges dont le cœur saigne parce qu'ils n'ont plus accès à leurs parcelles. Et voilà, donc ça, je voudrais citer ce paysan, donc Hassan Najjar, parce qu'il m'a beaucoup touchée en insistant sur le fait que les Palestiniens ne sont pas des victimes, ce ne sont pas des gens qui ont besoin qu'on les protège et évidemment, ils ont besoin qu'on les protège, mais comme des camarades, comme des compagnons, comme des combattants de la liberté qu'ils sont, pas comme des gens qui sans nous s'en sortiraient pas, parce qu'en fait ils s'en sortiraient très bien, merci. Je pense que c'est très important de le dire parce que c'est là-dessus qu'il voulait lui aussi beaucoup insister. Comme l'a dit la camarade, c'est pas seulement la Palestine occupée, c'est aussi le Liban qui continue d'être bombardé. Le 18 novembre, un camp a été attaqué. 13 victimes sont à déplorer. La plupart sont des mineurs, comme d'habitude, réduits en charpie. Voilà. Donc maintenant, quelques mots sur le plan Trump, pour savoir un peu de quoi on parle, parce que ça a eu un effet absolument incroyable de démobilisation. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce que ça recouvre.
Le plan Trump a prévu un conseil pour la paix. J'espère que vous entendez les guillemets encore. C'est un organe transitoire chargé de superviser la gouvernance et la reconstruction de Gaza. Pas un seul Gazaoui a été impliqué dans la création de ce conseil pour la paix. Les Palestiniens là-dedans ont un rôle administratif, on pourrait dire, à travers un prétendu comité technocratique, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun droit politique dans ce qui est en train de se décider pour eux. En d'autres termes, ils ont été complètement mis sous tutelle. En parallèle, une force internationale de stabilisation a été prévue, dotée de pouvoir coercitif. Ça veut dire que cette force, sortie du chapeau de quelques-uns, a le droit de désarmer, a le droit de contrôler les frontières, et les Palestiniens, les Gazaouis particulièrement, n'ont absolument rien à dire là-dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec la signature le 17 novembre dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU de cette résolution? C'est-à-dire que, encore une fois, l'ONU s'est absolument couvert de honte, dans le sens où en n'impliquant pas les premiers concernés, il a montré que l'ONU, qui était quand même créée à partir du principe de l'autodétermination des peuples, est allée complètement à l'encontre de ce pourquoi elle existe. Voilà. Aujourd'hui, on est rentré dans la phase 2 de ce plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le passage de Rafah vers l'Égypte, censément, va être ouvert, sous l'influence des deux affreux Smotrich et Ben-Gvir, entre autres. Netanyahou affirme et revendique que ça se fasse que dans un seul sens. C'est-à-dire, imaginez le dilemme absolument atroce de la population de Gaza qui, épuisée par, comme je vous l'ai dit, 788 jours d'horreur, se dit, si je pars maintenant, c'est sans doute pour toujours. Donc voilà ce qui s'appelle le plan Trump pour la paix. Voilà pourquoi ce cessez-le-feu n'a de cessez-le-feu que le nom. Et voilà pourquoi, vous comprenez bien, il faut absolument continuer à se mobiliser. Il en va de la vie de nos camarades palestiniens, mais il en va aussi en fait de notre dignité. J'ai entendu l'autre jour cette phrase que j'ai trouvée très belle, qui disait que le chemin entre le fascisme et la justice passe par la Palestine, pour nous tous. Donc, très rapidement, pour terminer, comment on se mobilise? Bon, ici, à Brest, on a monté le collectif pour une paix juste au Proche-Orient, dont nos différentes organisations font partie. On manifeste tous les 15 jours. La prochaine, c'est le 13-12. J'aime bien la date. Et voilà, il faut être nombreux. Je sais bien qu'on a un certain... On peut avoir un découragement. En fait, on n'en a pas tout à fait le droit, parce que ce dont on ne se rend peut-être pas compte, c'est que les images, elles circulent, et que ça donne de la force, ça envoie de la force. Quand même dans des villes, on n'est pas Londres, on n'est pas Sydney, mais on est là, on est toujours là, et ça c'est important à voir. Une autre chose sur laquelle je voudrais insister, qu'on peut faire, et qu'on peut faire dès maintenant, c'est garder des traces, parce que je lisais récemment que le comité In-Rajab vous savez, du nom de la petite fille qui a été assassinée atrocement avec toute sa famille, l'enregistrement, enfin, je sais que vous êtes au courant, non? La petite In-Rajab, bref, il y a un comité qui a été construit pour que la personne responsable soit tenue, ait à répondre de ses actes. Ils ont retrouvé la personne, et depuis, en fait, avec toutes les vidéos que les soldats israéliens eux-mêmes postent, des anonymes dans le monde entier gardent des traces et font en sorte de les retrouver. Quand ils sont binationaux, ils essayent de les attraper par leur second passeport, on va dire, et quand ils sont israéliens, qui aiment beaucoup voyager, ils essayent de les attraper dans leur voyage, à travers, en gardant des traces de qui ils sont, où ils sont. Très récemment,
avant-hier je crois, un soldat, donc un criminel de l'armée de défense israélienne, était en vacances au Brésil et il a été retrouvé, et donc le gouvernement israélien l'a comment, je ne sais pas comment dire ça déjà, on l'a exporté, exfiltré par l'Argentine pour le ramener en Israël. Donc tout ça, ça montre qu'on peut faire quelque chose, que c'est notre responsabilité. Et je voudrais aussi dire ça, qu'il faut garder des traces, parce que là on commence à voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la narration est en train de changer. Ils commencent à se dire que peut-être ils ne seront pas protégés jusqu'au bout. Donc on commence à voir des vidéos de soldats israéliens qui sortent floutés. On commence à voir des portraits où en fait ils tournent le dos. Ça montre quelque chose, c'est juste un détail, mais ça montre que justement ne les laissons pas s'échapper, quoi. Gardons des traces. Et gardons des traces aussi de ce qui se dit en France, de ce qui a été dit, parce qu'il y aura forcément des comptes à rendre. Et moi, de manière un peu subjective, un peu personnelle, franchement, c'est ça aussi qui me fait tenir depuis tous ces temps d'horreur qu'on vit. Donc, voilà, boycotter bien sûr. Apparemment, Carrefour pense sortir de la Belgique parce que c'est plus aussi rentable qu'avant. Et puis soutenir donc les comités locaux. Franchement, de ne pas être tout seul, c'est aussi très très important. Il faut qu'on tienne pour eux, pour nous, pour la dignité du droit international. Voilà, je vous remercie. Je vous dis, je suis de la FPS, il y a des questions après, je serai contente de répondre. Merci beaucoup.